Est-ce que tu connais les Sopranos? Non? Pourtant à l'époque, c'était aussi gros que Game of Thrones. 6 saisons de gangsters et de mafia qui rassemblent presque 20 millions de téléspectateurs. Sauf qu'aujourd'hui, plus personne n'en parle. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Le 10 juin 2007, ils sont 11,9 millions devant leur écran pour voir le dernier épisode de leur série favorite. Tony, le héros, gère ses comptes avec le chef d'une autre famille et ses adieux à son oncle et retrouve sa femme et son fils dans un restaurant. Il parle tranquillement pendant que dehors, sa fille a du mal à se garer. Finalement, elle arrive vers la porte, Tony lève les yeux... Cut, et voilà la fin des Sopranos. Autant vous dire que pour beaucoup, c'est carrément nul. Aucune conclusion, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils deviennent les autres? Mais ils ont carrément oublié de tourner un bout de la scène ou quoi? Les plaintes envahissent internet, au point où tout le reste de la série est presque effacé. Maintenant, quand on parle des Sopranos, on ne te parle que de ça. Mais pour d'autres, cette fin est géniale. Il y a plein de symboles et de double sens comme le don't stop de la musique qui s'arrête. Ça peut être le signe que Tony vient de se faire tuer, et ça fait du sens avec ce que son beau-frère lui dit quelques saisons plus tôt. Qu'on aime la fin ou pas, c'est en partie à cause d'elle que, d'un monument de son époque, les Sopranos sont devenus une simple page de plus dans l'histoire de la télévision. Et c'est pas la seule! Des séries incroyables avec une fin bizarre, voire carrément désastreuse, il y en a plein d'autres. Comment on a ruiné Game of Thrones? La série la plus récompensée au monde, le phénomène télé de la dernière décennie. Des intrigues politiques, des batailles époustouflantes, des dragons, c'est bien fait et ultra bien écrit. Pendant toute la série, on théorise sur qui va mourir, qui va monter sur le trône, ça nous tient en haleine. Avec un tel engouement, la fin c'était super important. On a tellement fait chauffer Reddit que maintenant, faut nous livrer un scénario à la hauteur. Ce qui a été... compliqué. Y a qu'à voir la bataille finale contre les marcheurs blancs qu'on nous tease depuis la première scène de la série. Enfin, si on pouvait la voir, ce serait pas mal. Vous inquiétez pas, c'est normal ce grain, on vous offre pas des extraits en SD sur Cinématrash, c'est juste qu'on doit monter les ISO au max pour espérer voir un truc. Selon les réals, c'est pour suggérer ce qui se passe. Ouais. Ça n'empêche qu'en un épisode, on vient d'expédier la plus grande menace de la série sans plus d'explications, sur un truc qui ressemble à un Deus Ex Machina. Y a pas que ça, des personnages qui font le tour de la map en 3 minutes alors qu'ils prenaient une saison à faire 15 km avant, des histoires bâclées qu'on a l'impression d'avoir suivies pour rien. Le meilleur exemple, c'est sur les personnages source de toutes les intrigues politiques. Ceux qui ne sont pas morts avant la saison 7, on sait plus quoi en faire. Cersei, Baelish, Varys, c'est devenu des PNJ qu'il faut faire mourir d'une manière ou d'une autre parce qu'ils ont pas leur place sur le champ de bataille et n'ont plus d'intérêt. Sans parler de tous ces personnages qui ont passé la série à connaître une évolution de fou pour revenir à la case départ dans le dernier épisode. Même certains acteurs savent que c'est nul, y a qu'à voir leur réaction à la lecture des scripts ou en interview. Best season ever! Sauf qu'en réalité, la fin de Game of Thrones, elle est pas si mauvaise. Quand je dis la fin, c'est l'épilogue du dernier épisode. Tyrion, main du roi, Jon Snow au nord, Arya qui va découvrir le monde, c'était teasé depuis plusieurs saisons. Même la folie de Daenerys, les fans ont râlé parce qu'ils l'aimaient, mais depuis la première saison, on y dit que les Targaryens deviennent tous fous. Arrêtons la mauvaise foi, ça fait un moment qu'elle a vrillé, c'était juste logique. Le vrai souci, c'est que tout est rushé, on comprend pas pourquoi on en arrive là, les personnages ont pas le temps de se développer, tout ça parce que les showrunners voulaient mettre un terme à la série. Ils avaient peur que ça traîne en longueur, certains fans disent même qu'ils voulaient expédier tout ça pour pouvoir aller travailler sur le nouveau projet Star Wars qu'ils devaient réaliser. Dommage, parce qu'à une saison ou deux près, Game of Thrones était une réussite de A à Z. On n'est pas passé loin de connaître le chef-d'œuvre télévisuel absolu. Et ça me brise le cœur chaque jour qui passe. Le souci avec les séries qui ratent leur fin, c'est qu'une fois que tout le monde les a oubliées, ça devient presque impossible de les voir. Elles finissent cachées au fond d'internet ou bloquées derrière un paywall. Heureusement, il y a CyberGhost VPN. Même le plus solide des murs ne sert à rien quand t'es un fantôme. En changeant ta localisation avec un VPN, tu peux avoir accès à plus de 40% de contenu supplémentaire en français en exploitant au maximum les catalogues Netflix, Disney+, HBO Max et plus de 40 autres. Le Netflix japonais est une mine d'or pour l'animation. En te connectant depuis l'étranger, tu peux regarder la plupart des compétitions automobiles en live sur des chaînes de télévision locales. C'est super simple, tu choisis ton pays, tu lances en même pas 3 clics, c'est parti. Ok, mais si même avec ça je trouve pas ma série, il va falloir creuser un peu plus loin dans les recoins sombres d'internet. Pour ça, le VPN va te protéger. Cache ton IP et change ta localisation n'importe où pour éviter les attaques informatiques. Avec CyberGhost VPN, t'es devenu complètement intraçable.
fiable. Après, ça reste mieux de regarder ces séries légalement, surtout que si tu t'y prends bien, ça coûte presque rien. En Inde, l'abonnement Disney+ n'est qu'à 2,80€. De même, au lieu de te ruiner pour Spotify, mets ton IP en Argentine et paye-le 1,50€. C'est encore mieux pour tout ce qui est hôtel et billets d'avion. Les locaux ont toujours les meilleures offres. Grâce au VPN, tu peux faire des tonnes d'économies. C'est fiable, 5 étoiles sur Trustpilot, 38 millions d'utilisateurs, service client en français 7 jours sur 7, satisfait ou remboursé sous 45 jours. Nous, on vous offre une giga promo, 83% de réduction et 4 mois gratuits, le tout sur cet appareil pratique pour partager en famille ou entre amis. 2€ par mois, qu'il soit sur PC, mobile, console, Smart TV, ça marche. Le lien est en description, allez voir ça. Comment on a ruiné Dexter ? Lui, c'est Dexter, un gentil médecin pour la police le jour et un gros serial killer la nuit. Oh, ça va, il ne tue que les méchants et les autres meurtriers. Votre honneur, je vous jure que mon client est parfaitement innocent. Et le mec, il fait ça bien. En plus d'être insoupçonnable, il est ultra méticuleux. Il recouvre ses scènes de crime de film plastique pour ne pas laisser de sang ou d'empreintes. Le bouc, c'est un vrai pro. La série commence en 2006 et malgré son concept risqué, elle cartonne. Dès la saison 3, à plus d'1,5 million de spectateurs, à la saison 7, on monte carrément à 6,1 millions. En plus, il y a des fans partout dans le monde, c'est un vrai phénomène. Voir Dexter jongler entre ses deux identités en traquant des serial killers tous plus tordus les uns que les autres, c'est fascinant. Il est toujours sur le point de se faire avoir et à chaque fois il s'en sort en étant terriblement doué et calculateur. Sur certains points, on dirait presque Breaking Bad. Allez, regardez Breaking Bad. Mais contrairement à ce dernier, aujourd'hui Dexter n'est plus que l'ombre de lui-même. Déjà, au fil des saisons, ça accumule quelques bourdes. Comme quand on apprend que sa sœur Debra, également dans la police, est... Attends une seconde, amoureuse de lui? I went to the church that night that you killed Travis Marshall to tell you that I'm in love with you. Ouais, alors, du coup, ils sont pas liés par le sang, mais je sais pas ce que vous faites, il faut arrêter ça. On n'est pas dans un animé, là, je sais pas ce que vous branlez. Le départ de Clyde Phillips à la fin de la saison 4, le showrunner qui portait la vision du projet, elle arrange clairement pas les choses. La série commence à perdre son âme, et les spectateurs s'en vont. Malgré tout, en 2013, la 8e et dernière saison, elle commence plutôt bien. Debra a dépassé ses sentiments pour Dexter, elle a découvert ses crimes et elle est bien décidée à le faire tomber. Et bah non, puisqu'elle se fait tuer par un autre serial killer qu'on n'avait jamais vu avant. Ah ouais, pardon, il fallait dire, il lui tire dessus, puis elle tombe dans le coma un peu plus tard. Bah c'est nul, c'est pas dramatique du tout quoi. On est vraiment sur des années de développement jeté par les fenêtres pour un méchant complètement nul et bien flingué par rapport à tout ce qu'on avait avant. Au final, Dexter tue le dernier serial killer, prend le corps de sa sœur, la jette dans l'océan comme toutes les autres victimes, puis fonce dans un ouragan, acceptant la mort, la justice qu'il n'a jamais reçue, pas du tout. Oh bah il s'échappe discrètement et puis finit bûcheron comme ça là au milieu de rien. Parce que ta mère! Depuis le début, la morale de la série c'est que Dexter ne faisait que du mal à ceux autour de lui. Même s'il ne tue que des mauvaises personnes, ses actions ont toujours des conséquences. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on n'a jamais voulu le montrer comme un personnage positif, mais comme un personnage traumatisé qui se fait lentement rattraper par ce qu'il est. Et donc la conclusion logique c'était de le faire mourir. Un truc bien tragique. Et bah les studios, ils ont dit non. Dexter c'était une licence ultra rentable. Ils avaient déjà plein de spin-offs de prévus, alors il n'était pas du tout question de le tuer. C'est pour ça qu'on a cette fin bien nulle là que tout le monde a détesté. Tellement décevante qu'elle a effacé toute l'aura de la série. Maintenant Dexter c'est ça et rien d'autre. 9 ans plus tard, en 2022, sort Dexter New Blood. Une suite qui tente de rattraper le désastre. Ça commence pas trop mal, Clyde Phillips est de retour. Dexter tente de devenir quelqu'un d'autre et se débarrasse de ses pulsions meurtrières. Son fils qu'on avait vu dans les saisons précédentes le retrouve et lui fait confronter son passé. Finalement, la police le retrouve et dans le dernier épisode, elle le rattrape. Alors du coup, il va être enfin jugé, c'est-à-dire qu'on va voir le procès de... Non, son fils lui tire dessus et il meurt. Je sais pas si on se rend bien compte d'à quel point ils ont vraiment réussi à ruiner 2 fois la même série. Et donc logiquement, le dernier épisode de New Blood est le moins bien noté, toutes saisons confondues. C'est une conclusion trop simple qui n'apporte rien au message de l'œuvre, un vrai manque de respect pour les fans et pour Dexter. Comment on a ruiné Lost ? Un avion s'écrase sur une île au milieu de l'océan, les survivants doivent travailler ensemble pour rester en vie, un chirurgien, une star du rock, une meurtrière, et plein de personnages hauts en couleur qui collectivement se rendent compte que quelque chose ne va pas. Sur l'île, il y a des ours polaires, il y a des monstres de fumée et un mystérieux sas perdu au milieu de la jungle. Certains tentent de s'enfuir en bateau, mais sont décimés par les autres, des survivants belliqueux encore plus énigmatiques. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, c'est ce que les fans ont tenté de savoir pendant des années.
l'année. Grâce à ça, la série gagne un succès fou, 16 millions de téléspectateurs pendant la première saison, et jusqu'à la fin, la série reste au-dessus de la barre des 10 millions d'audimat. Les créateurs sont des maîtres du suspense, la fin de la saison 3 est une masterclass sur comment créer un bon mystère, avec un flashback qui est en réalité un flash-forward. On meurt de savoir comment ça va se finir. Des centaines d'articles, de vidéos d'analyse et de théories voient le jour. Une surpasse toutes les autres, le purgatoire. Depuis le début, les personnages seraient tous morts dans le crash. Ce qu'on voit est un entre-deux entre la vie et la mort qui définira ceux qui iront au paradis ou en enfer. Ça expliquerait tous les trucs bizarres, les flashbacks dans tous les sens et pourquoi ils ne peuvent pas quitter l'île. Tellement crédible que tout le monde se dit « Bah c'est bon, on a trouvé, c'est ça la fin, c'est obligé !» Pendant ce temps, chez les scénaristes... Bordel les gars, ils ont trouvé! Changez tout! La dernière saison de Lost est vraiment très bizarre. Les personnages activent un mécanisme qui les fait voyager dans plein d'époques différentes. En parallèle, on voit des flashs et des personnages dans une réalité alternative où l'avion ne se serait pas crashé. Puis on nous explique que l'île est régie par un homme en blanc qui la protège et un homme en noir qui veut s'échapper et libérer les ténèbres sur le monde. À la fin, des personnages principaux devient le nouveau protecteur de l'île, bat l'homme en noir et ranime le cœur de l'île pendant que les autres s'échappent en avion. Mais quoi ? Mais du coup, mais c'était le purgatoire ou pas ? Alors du coup non, mais un peu quand même. Bon, ils étaient pas tous morts, tout s'est vraiment passé, mais tous les flashbacks alternatifs de la dernière saison, c'était ça le purgatoire. Donc après avoir sauvé le monde sur l'île, les personnages sont rentrés chez eux, ont vécu leur vie, puis à leur mort ils sont mis à l'épreuve avant de tous être réunis à la fin. C'est vraiment pas clair en fait. Au fil des saisons, Lost s'est vraiment perdu dans ses mystères. La plupart étaient juste là pour créer du suspense d'un épisode à l'autre. Répondre à tout, c'était impossible. À la place, les créateurs ont décidé de se concentrer sur le développement des personnages. Et des propres mots de l'un des showrunners. If you are watching the show for the answers to your mysteries, you are not gonna like the ending. La fin de Lost n'est pas complètement décevante. Jusqu'au bout, les héros ont l'air sincères et cohérents, mais tout le reste, ça marche pas. Trop d'éléments sont bâclés ou restent sans réponse, et quand on termine la série, on a un petit goût amer là dans la bouche. D'une certaine manière, c'est un peu malhonnête de construire toute la hype d'une série sur ces énigmes pour toutes les jeter avant la fin. Les fans attendaient beaucoup mieux, et maintenant pour eux, Lost c'est un synonyme de déception. Comment on a ruiné How I Met Your Mother ? Elle est agréable, je dois reconnaître. Et je suis parti, je pense que je la reverrai jamais. C'est à ce moment précis, à la fin du premier épisode, qu'on a su que How I Met Your Mother allait être incroyable. En 2005, Friends vient de se terminer. Le monde cherche une nouvelle sitcom, et l'histoire de Ted, fou amoureux de son ami Robin qui tente de gagner son cœur, plaît beaucoup. Seigneur, c'est moi, Barney. La forme ? Le twist, tout est raconté par Ted, des années dans le futur, qui explique à ses enfants comment il a rencontré leur mère. Sauf qu'à la fin du premier épisode, on apprend que Robin ne finira pas avec lui. C'est la véritable histoire de ma rencontre avec votre Tata Robin. Tata Robin? Tu devais nous dire comment t'avais rencontré maman. Mais calmez-vous, j'y arrive. Comment ? Mais ils ont l'air parfaits l'un pour l'autre. En plus, à un moment, ils se mettent carrément ensemble. Progressivement, au fil des saisons, une mystérieuse femme cachée sous un parapluie jaune fait des apparitions furtives. Qui sait ? Est-ce que c'est elle l'élu de son cœur ? C'est la force de How I Met Your Mother, le fil rouge. Contrairement à beaucoup de sitcoms qui enchaînent les épisodes sans grande trame globale, là on a terriblement envie de savoir comment ça va se finir. C'est ce qui a assuré le succès de la série. 8 millions et demi de téléspectateurs au top de la saison 1, un score maintenu pendant 9 ans. Une prouesse pour une série aussi longue. Tellement longue que ça pose un problème. En une décennie, les enfants de Ted au début de la série ont beaucoup grandi. Pour eux, tout est censé se passer en une soirée. Seule solution, tourner la fin tout de suite, dès la saison 1, et la garder secrète pendant des années. L'idée est bonne, mais sans le savoir, les scénaristes viennent de creuser leur propre tombe. Le souci, c'est qu'une sitcom, ça change tout le temps. En 9 saisons, l'histoire évolue. Ted et Robin allaient très bien ensemble au début, mais au fil des saisons, de leur romance, séparation, remise ensemble et... voilà, on finit par les préférer quand ils sont juste amis. Robin, elle, finit carrément par se marier avec Barney, pendant que Ted rencontre enfin la fille du parapluie jaune, Tracy. Elle était là depuis le début, en arrière-plan, sans jamais qu'on la remarque, et elle est adorable. Sympa, jolie, positive, elle illumine toute la dernière saison. Voilà, super, la fin est bonne. On sait enfin comment Ted a rencontré la mère de ses enfants, il termine son histoire, et... Non. Tu nous as raconté comment t'es fou amoureux de Tante Robin.
Alors, en fait, Tracy, elle est morte. Elle attrape une maladie incurable et quelques années plus tard, elle rend l'âme. Du coup, depuis le début, Ted est veuf. Il raconte à ses enfants l'histoire de la mère qu'ils ont très peu connue. En entendant ça, ses enfants le convainquent de retourner voir Robin, qui, quelle chance, vient de se séparer de Barney. Ted y va et c'est la fin. Ça n'a aucun sens. Ok, dans la série, des années se sont écoulées, mais pour nous, c'est juste quelques minutes. On vient de voir Robin se marier, Ted enfin trouver l'amour, et pouf, tout à la poubelle, on repart sur l'idée de base que plus personne ne veut. C'est bien trop brutal. Et en plus, la morale est bizarre. Même si t'as rompu 3 fois et que vous êtes plusieurs fois mis d'accord pour rester amis, retente quand même le coup. Voilà ce qui se passe quand on est bloqué avec une fin tournée 8 ans plus tôt. Tout le monde l'a détesté, certains en ont même fait des fins alternatives remontées qui effacent la mort de Tracy. C'est dommage, parce que sans ça, How I Met Your Mother aurait pu être un sans faute. Avec des personnages attachants et de bons retournements de situation. Jusqu'à la fin, on y croyait. Pour une série, c'est rare, souvent, au bout d'un moment, ça s'essouffle. Supernatural, Brooklyn Nine-Nine, Grey's Anatomy, tellement d'œuvres succombent à la saison de trop et se perdent en route. Au point où, quand on arrive à la fin, on est déjà complètement détaché. Aujourd'hui, c'est toujours un classique pour les accros de sitcom, mais progressivement, il disparaît de l'imaginaire collectif. Parce que c'est ça, le rôle des fins. C'est notre dernière impression de l'œuvre. Si elle est mauvaise, on n'aura plus envie de revoir la série. Et à terme, on va l'oublier. À l'inverse, les bonnes fins ancrent leurs œuvres dans notre esprit pendant des années. Au cinéma, il n'y a rien de plus important. Encore merci à CyberGhost VPN, protégez-vous et faites des économies en contournant les géorestrictions pour seulement 2 € par mois, grâce au lien en description.